Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'École du futur. Au programme aujourd'hui, c'est la chaîne YouTube qui promet de sauver la scolarité de ses quelques 1,1 million d'abonnés. Et si vous n'en faites pas encore partie, eh bien on va vous faire découvrir les bons profs dans notre focus influenceur. C'est un influenceur en soi, absolument, il s'appelle Damien Douani. Damien, tu as une idée derrière la tech aujourd'hui avec la plateforme en ligne Systémique qui veut inciter les jeunes femmes à se mettre aux sciences et au numérique. Exactement, ça s'appelle les STEM et vous allez voir d'abord à quoi ça ressemble et puis comment on peut faire grâce à des MOOC. Grâce à des MOOC, mais aussi grâce à des entrepreneurs et des entrepreneuses, puisque Parcoursup rouvre son calendrier le 20 décembre. Attention à vos agendas. À 15 jours des hostilités, comment réfléchir différemment à son orientation scolaire et professionnelle. Les entrepreneurs et pros du numérique se relaient au chevet des lycéens et des lycéennes pour les aider. On en parle avec nos invités. Amel Kefif, vous êtes la directrice générale d'Elle Bouge. Bonjour à vous. Bonjour. Et Béatrice Vianney-Galvani, vous êtes la déléguée générale de 100 000 entrepreneurs. Bonjour Béatrice. Bonjour. On en parle évidemment avec vous tout de suite, mais d'abord Focus. Des enseignants et des enseignantes de l'éducation nationale qui vous aident à réviser en vidéo. C'est un des outils de la chaîne YouTube et de la plateforme Les Bons Profs. Au programme également, kit de survie en classe pour s'aiguiller sur les chemins de l'orientation ou pour décoder Parcoursup. Ça tombe très bien aujourd'hui. Édouard Degnaud, révisé classique tout de suite avec Les Bons Profs. Les Bons Profs est une chaîne YouTube dédiée au soutien scolaire. Fondée en 2011 par des professeurs de l'éducation nationale, leur objectif est simple, aider tous les élèves de la 6e à la terminale à mieux apprendre leurs cours. 21 professeurs qui s'appuient sur une pédagogie commune, l'expertise, l'expérience et la bienveillance. Maths, français, SVT, histoire géo, langue ou encore physique-chimie, toutes les matières ont droit à leurs vidéos pour approfondir les cours. Le mouvement auquel on le rattache, c'est un peu compliqué de dire le mouvement, parce qu'il y en a plusieurs. Symbolisme, romantisme, Parnasse, ce sont des mouvements littéraires liés à la poésie au XIXe siècle, et Baudelaire se trouve à la croisée de tous ces mouvements. Donc il emprunte au symbolisme, notamment par le fait qu'il va cultiver ce qu'il appelle les correspondances. Les correspondances, c'est le titre d'un de ses poèmes, c'est le fait qu'il y ait des choses qui se répondent dans la réalité, par exemple entre un sens et un autre, entre la vue et les l'ouïe par exemple. Avec plus d'1 100 000 abonnés et 212 millions de vues cumulées sur YouTube, Les Bons Profs est la chaîne de référence pour mieux comprendre ses cours ou perfectionner ses révisions. Et oui, ces profs passionnés de cours et surtout d'orientation, on va continuer à en parler avec des entrepreneurs et des professionnels du numérique et des sciences. Tout de suite, c'est la première partie de notre talk Opération Orientation. Et pour lancer cette opération orientation, aujourd'hui à mes côtés, Amel Kefif, directrice générale d'Elle Bouge. Vous renouvelez d'ailleurs votre initiative Elle Bouge pour l'orientation. Ce sera ce 8 décembre, dès demain justement, à découvrir avec vous. Également en plateau avec nous, Béatrice Vianney-Galvani. Vous êtes la déléguée générale de 100 000 entrepreneurs. Et en ce moment, c'est le mois en REP+, que vous consacrez justement à ces lycéens, lycéennes, collégiens et collégiennes. Ça a démarré le 15 novembre, ça continue jusqu'au 15 décembre, mais c'est aussi tout au long de l'année. Exactement. Alors, on va d'abord essayer de reprendre ces chiffres, justement, sur l'orientation. On le sait, ça peut être parfois une source d'inquiétude, une source d'angoisse pour certains lycéens, lycéennes, mais ça démarre aussi dès le collège. Je voulais vous soumettre, mesdames, ces chiffres, d'abord, d'Academos. Academos, c'est une ONG qui connecte les jeunes de 14 à 30 ans, ils sont relativement jeunes longtemps, avec la réalité du monde du travail. En gros, c'est une app de mentorat, tout simplement. Mais ils se sont intéressés, dans leur dernière enquête, aux attentes de la Gen Z quant à leur orientation professionnelle et scolaire. Voilà les résultats. 45% des jeunes se disent anxieux face à leur choix de carrière. Pour 55% d'entre eux, l'objectif principal d'une carrière, c'est justement de pouvoir s'épanouir dans le secteur, dans le métier auquel ils se destinent et une profession qui les passionne. Ça, c'est encourageant. Et puis 2022 oblige, 27% de ces jeunes affirment avoir changé de voie de carrière et d'orientation scolaire depuis le début de la pandémie de Covid en 2020. Ça fait beaucoup de chiffres en une seule phrase, mais ce qu'on retient, c'est qu'en effet, ça continue à être une source d'anxiété. Comment est-ce qu'on fait justement pour dédramatiser cette question, Amel ? Alors, c'est l'objectif d'Elle Bouge depuis 17 ans qu'elle existe. C'est vraiment d'apporter de l'information aux jeunes filles du collège jusqu'aux études de l'enseignement supérieur sur
quels sont les parcours académiques qui sont absolument multiples pour devenir technicienne, pour devenir ingénieur et se destiner au métier dans des industries stéréotypées masculines. 9000 bénévoles, 7700 marraines qui ont toutes un background académique de sciences, de maths, de tech et technologique. Donc on va valoriser tous les parcours de formation des bacs pro jusqu'au bac plus 5, plus 8. Et c'est ce qu'elles vont faire toute l'année, c'est témoigner auprès des jeunes filles, collégiennes, lycéennes, étudiantes, de ce qu'elles ont fait et vraiment venir leur faire comprendre que il faut continuer les maths, il faut continuer les sciences parce que ça ouvre toutes les portes des concours, des entrées en école, des entrées en formation également, en formation initiale, en formation technologique, en formation peu diplômante, en tout cas, tout est valorisé pour que les jeunes filles puissent dédramatiser de continuer à faire des maths et de la science. Et ça tombe bien puisque justement les maths sont revenus dans le tronc commun au lycée. On espère donc que ces futurs talents au féminin vont pouvoir plonger dans les maths et les sciences comme il se doit. Béatrice, chez 100 000 entrepreneurs, on va un peu moins genrer la question, si j'ai bien compris. On va se dire que là aussi, on a besoin de tous les talents, qu'ils soient féminins ou masculins, et surtout leur insuffler cet esprit d'entreprise et d'entreprendre. Oui, exactement. En fait, on s'adresse à tous les jeunes et on fait intervenir des entrepreneurs qui vont aller à la rencontre des jeunes pour transmettre leur passion, leur envie. On démarre en 4e, là où vous avez les premiers choix d'orientation, jusque dans le supérieur. Et les entrepreneurs, en fait, vont dans les écoles. Alors, parfois, on sort les élèves de l'école pour aller à la rencontre des entrepreneurs, mais globalement, c'est plutôt au sein des écoles. Et ça va être un parcours de vie. Donc, nous, on est sur l'esprit d'entreprendre, le fait d'entreprendre sa vie. Donc, on fait intervenir à la fois des créateurs d'entreprises, mais aussi des porteurs de projets. Et on a aussi des collaborateurs intrapreneurs. Donc, c'est très, très large parce qu'on part du principe que tous les jeunes ne vont pas devenir créateurs d'entreprises. En revanche, il faut qu'ils soient entrepreneurs de leur vie. Et là, on est dans un monde, vous le savez, en transformation. Et si on veut que les jeunes puissent être le plus ouverts possible, voilà, il faut qu'ils aient vraiment cette idée sur leur avenir et qu'ils puissent se projeter. Ce qu'on comprend bien avec vous, c'est que l'orientation, ça ne démarre pas le 20 décembre avec l'ouverture de Parcoursup. Loin de là, ça démarre même pas au lycée. Ça peut déjà commencer à se travailler ou en tout cas à pouvoir avoir des idées qui émergent dès le collège, peut-être même plus tôt. On le verra avec vous tout à l'heure, Amel. En tout cas, pour dédramatiser encore une fois cette question et l'anxiété que ça peut à un moment donné susciter, vous nous dites: il faut avant tout montrer du concret, il faut avant tout parler de ces métiers. Quand, encore une fois, 55% de ces jeunes ont pour objectif professionnel de s'épanouir dans leur carrière, de faire un métier qui les passionne, c'est ça le driver, c'est la passion vraiment, Amel. Nous, c'est notre baseline. Susciter des vocations, susciter des passions. On a des personnes, ces marraines qui viennent et qui sont passionnées par leur métier, qui sont épanouis dans des industries qui peuvent paraître austères alors même qu'on est vraiment dans les industries 4.0, c'est hyper innovant. Physiquement, on a dépassé le stade de métiers ultra physiques, sauf pour certains, mais la grande majorité ne l'est plus. Donc c'est ce qu'on veut vraiment leur montrer, c'est allez-y et surtout vous faites un choix aujourd'hui qui n'est pas un choix définitif pour toute votre vie. Ouais. Voilà. Et donc avec les reprises d'études, les formations internes, l'accompagnement, toutes ces entreprises veulent garder leurs talents. On parle bien de la rétention des talents et les former pour des évolutions internes. Béatrice, c'est ça peut-être justement qui provoque aussi cette anxiété au départ, le fait de se dire que ce choix, il va nous suivre sur l'ensemble de notre carrière et de notre vie. Non, c'est pas vrai. Oui, mais en fait, le sujet de l'angoisse des jeunes, vous l'avez bien pointé, ils se demandent, ils se disent, je dois faire un choix aujourd'hui, et en fait, ce choix va me suivre toute ma vie, c'est juste pas possible, le monde change. Et du coup, c'est ça l'intérêt d'avoir des rôles modèles qui vont venir vous parler, c'est qu'ils vont parler de leur parcours, et le parcours, il est jamais linéaire, et donc ils vont se rendre compte qu'une personne qui a fait un choix à 18 ans, va pouvoir changer peut-être à 25 ans, et à 45 ans, complètement changer des métiers. Et pour les jeunes, c'est juste une sidération. Ils se disent, mais c'est incroyable, il a changé 10 fois de métier, je ne pensais pas que c'était possible. Et en plus, les entrepreneurs vont aussi parler des moments où ils ont eu des échecs. On est dans un pays où l'échec n'est pas toléré. Et depuis que les jeunes sont tout petits, on nous dit, c'est pas bien, tu as échoué, ça va pas marcher. Et du coup, le fait de voir
des personnes qui ont échoué, qui ont rebondi, et grâce à ça, qui ont eu des opportunités, ça va les déstresser. Et c'est toujours ce qui ressort, en fait. Nous, après chaque intervention d'entrepreneur, les jeunes nous disent, c'est incroyable, cette personne a échoué, elle a rebondi, et moi, ça me fait du bien. Donc, on apprend toujours de ces échecs. Exactement. La preuve, c'est la vie. C'est la vie, absolument. C'est aussi une notion qui a été popularisée depuis quand même quelques saisons, notamment par la Falcon de Microsoft qui l'avait importée en effet en France. Damien. Quand j'entends ce que vous dites sur je ne pensais pas que c'était possible de pouvoir changer de carrière et tout, est-ce qu'il n'y a pas dans ce stress de l'orientation, au-delà de l'aspect Parcoursup ou ne pas vouloir se tromper, est-ce qu'il n'y a pas un peu le stress des parents aussi qui est transmis aux enfants et sur le fait qu'il faut que tu trouves un boulot quand même plus tard en sortant? Il n'y a pas ça aussi? Bien sûr, les prescripteurs d'orientation sont les premiers à transmettre leur stress, leurs envies, les échecs qu'ils ont pu qu'ils ont pu avoir et la manière dont ils ont rebondi. Et leurs a priori peut-être, non? Et les a priori, et ça commence dès le plus jeune âge, dès même le choix des jouets pour les filles et les garçons, ensuite le choix de prendre les écoles, le collège, privé ou non, et de les pousser dans certaines directions ou pas. Avec beaucoup de bienveillance, souvent de la part des parents. Mais bien sûr, bien sûr. Mais je ne pense pas qu'ils veulent mal faire, c'est qu'en fait, ils ont une vision qui est peut-être différente de ce qui est d'aujourd'hui. En fait, il y a deux stress. Il y a effectivement le stress des parents qui projettent, ils sont inquiets, il y a le chômage, que vont devenir nos enfants. Et puis il y a aussi le stress de l'institution qui a tendance à mettre les jeunes un peu trop facilement dans des cases. Toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. Du coup, pour le jeune, effectivement, c'est pas simple. Et c'est important du coup, qu'il y ait des personnes tierces, notamment des professionnels qui vont leur donner de nouvelles idées en leur disant, mais en fait, tu peux être maître de ton destin et tu peux faire tes choix. Sachant que ces professionnels sont parfois aussi des parents. Bien sûr, bien sûr. Et peut-être qu'ils n'agissent pas de la même manière quand ils sont devant des classes de jeunes et devant leurs propres enfants. C'est possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec toutes les ressources que vous mettez à disposition, encore une fois, de ces collèges, de ces lycées, de ces étudiants, finalement, vous remplacez, alors vous remplacez peut-être pas les conseillers et les conseillères d'orientation, mais vous venez quand même combler un manque en matière d'accès à l'information et aux carrières, Béatrice. En fait, on vient en tout cas le compléter parce que effectivement, si on ressent cette angoisse chez les jeunes, c'est que ce qui se passe, ce qu'il y a aujourd'hui n'est peut-être pas suffisant, ou alors peut-être qu'il y a trop de choses en fait, et ils ont besoin de concret. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils peuvent aller sur Internet, il y a une multitude d'informations, mais finalement, rien ne va remplacer la rencontre en présentiel, la rencontre physique, où il va y avoir des interactions. Et ils y vont d'ailleurs sur Internet, puisque autre étude, et cette fois-ci c'est le site d'orientation Diplôméo qui s'est plongé justement dans ces chiffres pour les 16-25 ans. Chaque année, Diplôméo publie une étude justement sur la façon dont les jeunes s'emparent des réseaux sociaux en France notamment. Et bien 59% des 16-25 ans a déjà utilisé les réseaux sociaux pour s'orienter et plus précisément sur LinkedIn en priorité, puis Instagram, puis Facebook, puis Twitter. Et puis le chiffre va littéralement chuter à partir de 25 ans parce qu'on n'a pas non plus les mêmes informations à chercher, les mêmes desiderata non plus. À 25 ans, on cherche déjà des infos sur son premier emploi et plus juste sur la façon de pouvoir y arriver. Et c'est alors un jeune sur 3 qui se sert des réseaux sociaux pour trouver un stage, une alternance ou ce premier emploi. Ça veut dire que vous ramenez quand même de l'humain dans l'information et dans cet accès à l'information, Amel. C'est le principal. On va venir combler un manque. C'est pour ça qu'elle bouge est née. C'est parce que ces filles n'ont pas du tout connaissance de ce qui s'offre à elles. Et donc, en fait, elles n'y vont pas par méconnaissance et pas par choix. Donc, c'est vraiment ce qu'on vient réparer. Et effectivement, c'est les rôles modèles. On a besoin de se projeter, de s'identifier. Et on ne peut s'identifier qu'à ce qu'on connaît, à ce qu'on a vu. Et c'est ça qui donne envie. Alors, vous lancez donc 2 initiatives, ou plutôt relancez, puisque c'est en effet des événements que vous proposez chaque année. Du côté d'Elle Bouge, ça s'appelle Elle Bouge pour l'orientation. Ça se passe demain, le 8 décembre. Dans l'édition précédente, 310 établissements, je crois, sur 27 académies et 43 pays s'étaient alliés à l'opération. On va avoir les mêmes chiffres cette année? On a doublé. Bravo. On va avoir 450 établissements, un peu moins à l'étranger, 23, mais bon, c'est déjà ça. Mais en tout cas, en France, c'est 450. 22 000 jeunes filles pour l'instant inscrites, et moitié-moitié pour le collège et pour le lycée. Et donc, je pense plus de 2000 marraines, des marraines, mais aussi des étudiantes, parce qu'on invite nos partenaires de l'enseignement supérieur à envoyer leurs étudiantes s'adresser aux collégiennes et lycéennes. Quand l'écart d'âge est réduit, là aussi, la projection
l'orientation, l'identification est plus simple. Et donc là, ce sera toutes ces personnes qui vont donner de leur temps pour aller dans les collèges et les lycées qui sont ouverts, pour lesquels les proviseurs, les professeurs ont organisé des rencontres qui durent entre 2 et 3 heures pour discuter d'orientation, métier, filière et industrie. Ça se déroule comment? C'est une conversation un peu à bâton rompu où ces marraines peuvent aussi emmener ces collégiennes, ces lycéennes sur leur lieu de travail, peut-être dans leurs entreprises? Alors, pas pour Elles bougent pour l'orientation. Là, c'est vraiment le monde de l'entreprise qui rentre dans les établissements. Donc, effectivement, ce sont des échanges, des témoignages entre femmes, entre filles, et pour que toutes les questions puissent être posées sur les salaires, les carrières, la conciliation vie pro, vie perso. C'est quoi être une femme de ton industrie? Comment on fait? Voilà, donc c'est des échanges à 100% échanges, et les visites en entreprise, sur chantier, sièges sociaux et autres. C'est tout le reste de l'année avec tous nos autres événements. C'est déjà un beau programme, dis donc. Du côté de 100 000 entrepreneurs, Béatrice, encore une fois, je le disais, il y a ce mois qui est consacré justement aux collégiens, aux collégiennes, aux lycéens, lycéennes de REP+. Ça a démarré le 15 novembre, ça se poursuit jusqu'au 15 décembre. Concrètement, comment vos entrepreneurs, et entrepreneurs RS, rentrent justement là aussi dans ces établissements, vont au contact de ces élèves-là? Alors effectivement, ça se passe pendant un mois, en fait, donc le mois de l'entrepreneuriat dans les quartiers. En réalité, c'est aussi toute l'année, mais pendant ce mois, en fait, on fait un focus avec des événements institutionnels où on va inviter nos partenaires, les institutionnels, à venir échanger avec les jeunes. Alors, en fait, c'est très simple le principe, c'est-à-dire qu'un entrepreneur qui veut intervenir, il va sur notre plateforme, il va se plugger, il va faire une demande, il va indiquer en fait l'endroit où il veut intervenir, et ensuite il va recevoir des plannings parce que les enseignants se pluguent également sur la plateforme. En fait, on a 10 000 entrepreneurs enregistrés sur notre plateforme et 10 000 enseignants. Et donc c'est du matching automatique. Après, ensuite les équipes vont évidemment faire le retour qualité pour que ça se fasse et que tout se passe bien. Mais en fait, on a donc ce process qui se fait, et ensuite ça se passe le jour J dans une école. On a différents formats. On a soit l'entrepreneur va être dans une classe tout seul, et pendant 2 heures, ils vont aborder un certain nombre de choses sur son parcours professionnel, sur l'orientation, sur l'entrepreneuriat et sur les valeurs de l'entrepreneuriat. J'en ai parlé tout à l'heure. Et sinon, on a aussi des formats qui sont plus collectifs. Donc, ce sont les speed meetings d'entrepreneurs. Vous avez par exemple une dizaine d'entrepreneurs qui vont rencontrer des jeunes. Chaque jeune, en fait, va, dans l'espace de 2 heures, rencontrer 4 entrepreneurs en petits groupes. Et du coup, le fait d'être dans des petits groupes, ça va permettre de libérer un peu plus la parole. Vous rentrerez moins en profondeur que l'intervention individuelle, mais il y aura un échange plus fort et ce sera très festif. Et à la fin, vous avez une restitution où les jeunes vont pouvoir mettre ce qu'ils ont retenu, en prendre le micro, parler à leur père. Et c'est des moments qui sont très forts. On voit des jeunes qui se révèlent. C'est très, très intense. Il y a beaucoup d'émotions. Et en fait, c'est pour les jeunes, c'est à la fois une révélation, mais pour les entrepreneurs et les institutionnels qui sont là, c'est aussi des moments qui sont très, très forts parce qu'ils se rendent compte d'abord qu'ils ont un impact sur ce qu'ils font et puis ils ont envie de les aider. Et souvent, ce qui se passe ensuite, c'est que vous avez ce qu'on appelle l'effet qui se coule. C'est-à-dire, après l'intervention, les entrepreneurs vont accepter les élèves en stage, vont les aider quand ils font de l'alternance, vont ensuite revenir pour les coacher ou pour préparer les CV. Voilà, donc il y a plein de choses qui se font ensuite. Et on dit toujours aux enseignants, si ça se passe bien avec l'entrepreneur, rappelez-vous et continuez. Et donc, nous, on est des passeurs, en fait. On met en relation ces écosystèmes pour qu'ensuite, il y ait plein de belles choses qui se fassent. Donc... Mais dites-moi, je sais que je ne suis pas très forte en maths, mais 10 000 plus 10 000, ça fait 20 000. Ils sont où les 80 autres 1000 entrepreneurs et enseignants, enseignantes qui participent au programme? Toute l'année, en fait. Alors, oui, alors, en fait... 10 000, c'est ceux qui se sont inscrits depuis la création de la plateforme. Donc, l'année dernière, on a eu 5 000 interventions sur l'année, 107 000 jeunes sensibilisés. Et donc là, on n'avait pas 10 000 enseignants qui nous ont fait des demandes. Mais on a pour objectif, en fait, de faire x6, en fait. Et d'ici 5 ans, sensibiliser chaque année 650 000 jeunes. Donc, on est en très forte croissance. Et ce qui est important, c'est que vous allez littéralement dans tous les territoires. REP+, et REP, on l'a dit, métropole, les outre-mer, là aussi, c'est extrêmement important. Comment est-ce que, justement, on sensibilise aussi ces collégiennes, ces lycéennes, et je le mets aussi au masculin, collégiens et lycéens, des outre-mer à ces métiers en particulier?
Tout simplement avec le rôle modèle, c'est-à-dire que vous avez dans les Outre-mer, en fait, vous avez plein de potentiel d'entrepreneuriat, notamment dans l'économie verte, notamment tout ce qui concerne le développement durable, c'est très très important sur les îles. Il faut absolument que ça se développe. Donc nous, on a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans ces métiers et qui vont parler aux jeunes. Et il y a un vrai sujet de chômage en fait là-bas. Et donc du coup, la solution, c'est aussi de pouvoir créer son propre emploi. Donc vous avez vraiment une utilité qui est importante. Et vous avez un dynamisme aux Antilles. Hein. Enfin, en Guadeloupe, nous, on est très présents en Guadeloupe et en Martinique, un dynamisme qui est très fort. Hein. Donc, quand l'esprit d'entreprendre, justement, remobilise ces collégiens, ces collégiennes, ces lycéens et lycéennes sur la passion dont ils peuvent justement témoigner dans leur future orientation professionnelle et scolaire d'abord. On continue à en parler avec Amel, avec Béatrice, avec Damien dans un instant. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap avec Edouard Degnaud. Cried, our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once. Et vous êtes au bon endroit, de retour sur le plateau de l'école du futur, toujours en compagnie d'Amel Kefif pour Elle Bouge, de Béatrice Vianney-Galvani pour 100 000 entrepreneurs et de Damien Douanier pour ses idées derrière la tech, bien sûr. Marjorie, est-ce que tu sais ce que sont que les STEM? J'ose espérer que je le sais, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Exactement, tout à fait. C'est un acronyme. Hein, voilà, vous avez vraiment, tu as l'air voilà, c'est un acronyme, comme vous venez de l'entendre de la part de Marjorie, tout comme GAFAM, Natu, SEO, WYSIWYG, ce que vous voulez. Effectivement, en français, sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Ce sont parmi les 10 métiers les plus recherchés en France actuellement. Eh bien, il y en a 8 professions qui directement sont liées au STEM. Et cette proportion ne va pas forcément baisser. Et à ton avis, à votre avis, mesdames, quelle est la catégorie de personnes qui n'est pas touchée par les STEM? J'imagine que ce sont les jeunes filles et les jeunes femmes. Je te donne même l'acronyme, tiens, en canadien ou en québécois, c'est STEAM avec un I pour ingénieur. Ah, ils sont forts, les Québécois. Ils ont juste changé une lettre. Effectivement, ça marche très bien aussi. Oui, les femmes, exactement. D'après le ministère de l'Économie, en 2020, les femmes représentent sur l'échelle mondiale 24% des STEM. En France, 26,1% des femmes diplômées en ingénierie d'après l'UNESCO, donc une proportion inférieure à la moyenne mondiale, qui est de 28%. Un seul brevet sur 7 est déposé par une femme.
Et enfin, du côté des mathématiciennes en poste à l'université, elles ne représentent que 22% des effectifs, d'après la professeure Laurence Broz, un chiffre qui n'a pas évolué en 20 ans et qui ne risque pas d'évoluer suite à la magnifique gestion catastrophique de la réforme des maths au lycée. Alors concrètement, pourquoi est-ce qu'on en est toujours là? J'imagine que la réponse était quasiment dans la question qui précédait. Oui, c'est quasiment ça, effectivement, puis on en a parlé un peu juste avant. Effectivement, je l'ai traité plusieurs fois dans cette chronique, mais pour ceux du fond qui ne m'écoutent pas, je vais le refaire. C'est l'invisibilisation des femmes dans les cursus STEM, donc ces cursus technologiques, qui s'explique essentiellement par les stéréotypes genrés dans lesquels la société est ancrée. En résumé, on juge les femmes n'ont pas les compétences nécessaires ou requises pour ces métiers. Ce sont des préjugés, bien sûr, qui influencent non seulement les parents, mais aussi les jeunes filles lorsqu'elles font leur orientation. Et au final, elles vont prendre une orientation qu'elles considèrent être plus conformes de ce que l'on attend d'elles, dont elles pensent qu'elles sont, on va dire, dignes, si je puis dire, sans compter bien sûr les femmes qui, elles, ont pris et ont eu le courage de prendre la ligne, on va dire, ou les métiers STEM, et qui les quittent au bout de quelques années à cause d'environnements un peu toxiques. Et les conséquences, on le voit avec toi, sont bien réelles. Elles sont réelles, dans ce que je viens de dire, notamment en termes d'emploi, mais par exemple dans l'innovation, on le voit, la féminisation des STEM permettrait d'éliminer, par exemple, certains biais sociétaux que l'on a, par exemple, lors du développement d'intelligence artificielle, de machine learning, ou très souvent qui sont développés par des hommes, et donc majoritairement, donc qui prennent, on va dire, un angle qui est plus masculin que féminin. Typiquement les IA qui ne comprennent pas les voix féminines, ou bien la pénurie de talents féminins dans des secteurs en tension, comme le code ou la cybersécurité. Il manquerait à l'échelle mondiale 3,5 millions d'experts en cybersécurité qui ne sont pas pourvus, et qui donc sont pourvus majoritairement par des hommes, et donc la boucle est bouclée, c'est fini, ce sont des métiers qui sont verrouillés, qui deviennent donc majoritairement masculins. Et moi je peux vous présenter énormément de talents de la cyber féminin. On va penser notamment à Elena Poincé, ici Elena Poincé, la CEO de Tetris, et je pense aussi à Sarah Rabib. Vous allez la découvrir justement sur le plateau de l'école du futur, qui est afghane et qui aujourd'hui est au sein des équipes cyber de BNP Paribas. En tout cas, comment on fait pour briser ce cercle vicieux? Alors il existe plein d'initiatives, il y en a 2 ici présentes par exemple, il y en a d'autres aussi. L'une plus récente s'appelle Systémique. C'est une initiative qui représente ou qui se présente comme un écosystème inédit d'inspiration, d'accompagnement, de formation et de recrutement dans les STEM. Il est porté par 3 femmes assez connues. Aude de Thuin, qui est femme d'affaires et qui a créé notamment le Women's Forum for the Economy and Society. Angélique Gérard, qui est dirigeante au sein du groupe Iliad, Free, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Iliad. Et enfin, Léna Touchard, qui est une juriste polytechnicienne et HEC. Et à noter aussi que en novembre, Cédric Villani vient, Cédric de Villani, c'est beau, c'est beau, Cédric de Villani, ça va lui faire plaisir. Ça doit être son petit côté un peu majestueux. Cédric Villani, donc, vient de les rejoindre comme conseiller scientifique. Alors, Systémique, ça propose quoi? Ça propose des bourses, des contenus sur les métiers, des témoignages de femmes dans ces métiers, et des MOOC. Des MOOC sur la confiance en soi. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Donc, j'avais envie de vous parler. C'est cette notion de confiance en soi, parce que c'est le nœud gordien de l'histoire. C'est la confiance en soi. C'est faire en sorte que l'on croit en soi-même et être capable d'aller vers ces nouveaux métiers, ces métiers STEM. Et donc, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Absolument. Alors, ça se déroule comment en pratique, ces MOOC de confiance en soi? Encore MOOC, ça existe encore les MOOC? Oui, ça marche très bien. Je pose la question, on ne sait jamais. Peut-être que MOOC est lui-même un acronyme est peut-être moins utilisé, mais n'empêche que ça fonctionne très très bien. On a Open Classroom qui marche très bien en France, une licorne. Donc, ça se présente, ces MOOC sous forme de serious game. Il y en a 3 pour l'instant qui sont proposés sur la plateforme. Ils en proposeront bientôt d'autres. Il y a 3 modules, un pour les 12-16 ans, parce qu'on doit commencer tôt, un pour les 17-25 ans et un module ensuite qui est commun aux 2. Chaque parcours va prendre la forme d'un jeu avec des activités, des témoignages, des informations pour aider à comprendre ce que c'est que la confiance en soi et pourquoi elle est importante. On va le voir à l'écran en vidéo. La mise en forme alterne des séquences animées posant des problématiques avec des choix à faire, avec des conséquences qui en découlent. Et donc, il faut accomplir 3 quêtes qui vont elles-mêmes débloquer 3 badges de modules. Vous voyez, une logique un peu de gamification. Et donc, on va progresser au fil des séquences et des problématiques. Et puis, à la fin, vous avez des témoignages et vous avez un QCM afin de tester les connaissances qui sont acquises. Voilà, on le voit à l'écran, c'est un peu le principe de bande dessinée animée avec à chaque fois des choix qui doivent être faits. Est-ce que ces choix sont faits jusque-là, tout va bien? Est-ce qu'ils sont bien faits? Alors, ils sont bien faits, il faut espérer, dans tous les cas de figure, pour aider à bien les faire. Il y a un petit truc que j'aime beaucoup et qui a été rajouté, ça s'appelle le cahier de confiance. C'est un document
que vous pouvez remplir en parallèle. Et l'idée, c'est un peu comme un bullet journal, ou en fait un carnet de bord. Vous allez le remplir au fil de l'eau pour suivre vos progrès, noter vos remarques. Donc les jeunes filles vont pouvoir marquer leurs remarques sur des sujets. Elles vont pouvoir noter des éléments relatifs à la confiance en soi. Et il y a même des listes de lecture qui sont proposées pour approfondir certains sujets. Bref, je trouve ça super bien fait. C'est bien fait. Je suggère, j'espère qu'un maximum de jeunes filles vont avoir la possibilité d'aller jouer avec ces books. Absolument, nous aussi, systémique.eu justement. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, absolument, pour pouvoir justement tester votre confiance en vous. Si vous avez entre 12 et 25 ans, on peut même le faire après, finalement, parce que c'est aussi une des grandes caractéristiques des freins périphériques, justement, à l'accès pour les jeunes filles, pour les jeunes femmes aux sciences, notamment au numérique, mesdames. C'est le fait de se dire qu'on s'auto-censure dès le départ, que ce n'est pas forcément pour nous. Il faut renouveler cette idée de confiance en soi tout au long de la vie, finalement, Amel. Oui, absolument, il faut la renouveler. Et c'est, comme vous le disiez, Damien, et c'est l'invisibilisation des femmes. Moi, si je vous dis Apple, Amazon, vous voyez exactement la tête du CEO et son nom. Et si je vous dis YouTube, la CEO, c'est une femme, personne ne la connaît. Si je vous parle d'IBM, pareil, la CEO, pourquoi on invisibilise ces femmes alors que ce sont les plus grandes sociétés du monde, en tout cas dans la tech. Donc voilà, donc il faut la participation des médias, des réseaux, des professeurs pour les remettre en avant et qu'on puisse comprendre que ce sont des secteurs absolument ouverts aux filles. L'autocensure, c'est surtout ce qu'il faut combattre en priorité, Béatrice. Oui, en fait, c'est un vrai sujet féminin. On le voit chez les jeunes filles quand elles font leur choix d'orientation, mais ça, on le voit aussi dans le milieu de l'entrepreneuriat, chez les femmes entrepreneurs. Elles s'autocensurent, elles font toujours des petits projets avec des petites ambitions, des petits financements. Elles ont du mal à voir plus grand. Et pourtant, il y a des statistiques qui montrent que les entreprises créées par des femmes, en fait, sont plus pérennes, elles gagnent plus d'argent, elles sont plus solides. Et donc, du coup, il y a tout un accompagnement à faire. On a un écosystème, en fait, d'accompagnement en France qui est très, très vivace. Et elles ont besoin d'être accompagnées, d'être challengées, mentorées pour demander plus d'argent. Alors après, ça nécessite aussi, c'est ce que vous disiez, qu'il y ait un changement de mentalité. C'est-à-dire que aussi l'écosystème se force à leur donner leur chance. Donc, par exemple, au niveau des financements, on accepte les projets financés par des femmes, parce qu'on a un vrai sujet sur le financement. Complètement. Donc il y a l'autocensure, mais l'écosystème, l'entourage n'aide pas forcément. Donc c'est un aussi travail se mettre global. au diapason. Et en effet, on peut se dire là tout de suite que c'est plus tabou de parler d'argent quand on est une femme, et justement dans les métiers des sciences et des numériques. On gagne sa vie. Oui, on gagne sa vie. On gagne sa vie. J'étais la semaine dernière avec le ministre de l'Industrie qui n'a pas arrêté de répéter durant la semaine de l'Industrie à Bercy, c'est plus de 1200 jeunes filles et garçons qui sont venus, et il a martelé, on gagne mieux sa vie, ça paye bien, venez. Voilà, il l'a martelé, c'est une réalité. Il faut continuer à faire beaucoup de pédagogie sur le sujet. Et pour justement la problématique des financements pour les entrepreneurs, je ne saurais que trop vous renvoyer aux travaux de Tatiana Jama et de Sista qui sont assez productifs en la matière, justement pour essayer de promouvoir justement cette idée que les investisseurs doivent aussi évidemment prendre au sérieux et prendre toute l'ampleur et la valeur des start-up et aussi des scale-up portés par des femmes. On va continuer notre discussion justement sur l'orientation scolaire et professionnelle. Vous le savez, on est à quelques jours de la toute première étape de l'ouverture de Parcoursup, c'est pour le 20 décembre. On célèbre aujourd'hui justement cette orientation et cette passion. Et on la célèbre avec nos invités, Amel Kefif, directrice générale d'Elbouge, Béatrice Vianney-Galvani, toujours déléguée générale, ça n'a pas changé, de 100 000 entrepreneurs, et Damien Douanier, évidemment, toujours à nos côtés. Là aussi, on parlait, mesdames, de cette autocensure qui vient beaucoup de la part des écolières, des collégiennes, des lycéennes. Ça veut dire encore une fois qu'il faut démarrer même plus tôt que le collège ou que le lycée. Amel, il faut essayer de pouvoir donner justement à voir, à comprendre ces sciences, ce numérique, ces technologies et les métiers qui vont avec dès le plus jeune âge. Exactement. Quand Elbouge est née en 2005, on s'est dit on commence par les lycéennes parce que c'est là que tout se joue pour les choix du bac et les entrées en école d'ingé.
très rapidement, on s'est rendu compte, non, il faut s'adresser aux collégiennes parce qu'elles ont déjà dans l'idée d'abandonner les maths et les sciences arrivées au lycée. Et depuis novembre, j'ai lancé le projet Elle bouge en primaire avec la délégation d'ailleurs régionale Elle bouge Île-de-France qui a mené tous les projets pilotes en Île-de-France et dans le Languedoc-Roussillon. On commence en primaire maintenant, CM1, CM2, pour l'ensemble de la classe, filles et garçons, parce qu'on est persuadé, on le sait et on le voit, qu'il est encore temps de travailler sur la notion des stéréotypes de métiers, travailler sur la mixité des métiers. On a créé un jeu de cartes qui parle de la mixité des métiers. Qu'est-ce que c'est d'être avec un facteur, une factrice, un infirmier, une infirmière, un plombier, une plombière. Et chaque enfant a une carte entre les mains et va discuter, préciser son idée, son stéréotype qui commence déjà à se créer, à s'ancrer, doit venir détruire les stéréotypes. À la fin, il ressort de là en disant il n'y a pas de métier de fille, il n'y a pas de métier de garçon, il y a des métiers tout court. Bravo, c'est en effet drop de mec, j'ai envie de dire. C'est quasiment une belle conclusion pour cette émission. Donc on va continuer notre discussion, notamment avec vous, Béatrice. Finalement, vous êtes extrêmement complémentaires dans vos initiatives et dans les projets que vous portez. C'est vrai qu'elle bouge, axe justement sur ses talents féminins. Du côté de 100 000 entrepreneurs, on se dit que là aussi, la mixité, forcément, c'est aussi une des armes pour pouvoir convaincre de l'utilité de ces métiers, donner aussi cette envie d'entreprendre. Oui, tout à fait. Le sujet de la mixité est un axe majeur chez 100 000 entrepreneurs. Et il y a une dizaine d'années, en fait, on a créé une action spécifique qui, au départ, se passait sur une semaine. Et ça a tellement bien fonctionné que ça fonctionne maintenant sur tout un mois. Et l'action s'appelle les semaines de sensibilisation des jeunes, femmes et entrepreneuriat. Cette année, on a fêté les 10 ans. Au mois de mars, on a 40 000 jeunes qui ont rencontré 2000 femmes entrepreneurs. Et là, vous avez des femmes qui vont voir les filles et les garçons. Les filles pour qu'elles puissent s'identifier, mieux se projeter. Et on a fait une mesure d'impact cette année qui nous a montré qu'effectivement, le processus d'identification est beaucoup plus fort quand vous avez une personne du même sexe. Mais on va aussi voir les garçons, parce qu'il faut que les garçons s'habituent à des modèles de réussite au féminin. Et ça, c'est très, très, très important parce qu'on a ce sujet quand même qui revient toujours. Donc... Ces questions sont des questions exclusivement franco-françaises ou pas, Amel? Parce que je rappelle qu'elle bouge est présente notamment dans 25 lycées à l'international. Vous l'avez rappelé, 27 notamment établissements, ou plutôt 27 pays pardon, qui vous rejoignent pour cette journée spéciale orientation dès demain. Encore une fois, est-ce qu'on fait une mauvaise exception, Alain Batière? Alors, pas que la France, mais la France en particulier. L'Europe, pour beaucoup de pays, on le voit. La question ne se pose pas en Afrique, en Amérique latine. L'Afrique qui affiche, en tout cas le Maghreb, qui affiche les taux de femmes ingénieurs les plus forts du monde, ça part de 60 à 70%. L'Amérique latine, pareil. Donc non, c'est pas un problème mondial, c'est un problème de certains pays, l'Europe en particulier, pas l'Europe du Nord non plus. Donc on agit là-dessus. On a des demandes de classes en CFA ou autres qui nous disent est-ce qu'on peut avoir des marraines qui peuvent venir dans nos classes? On n'a que des garçons, ils ne comprennent pas que des filles peuvent faire leur métier. Donc elles y vont et elles discutent avec ces garçons aussi pour leur expliquer parce que ce sont des futurs managers, des futurs recruteurs ou des futurs collègues de travail. Il faut accepter les femmes, il faut les accueillir et il faut préparer le terrain pour elles. Béatrice, là aussi, justement, il faut essayer de regarder ce qui se passe aussi à l'étranger, voir comment on peut faire bouger, justement, cette mentalité. C'est un changement culturel, en réalité, ces questions d'orientation. Oui, effectivement, c'est très culturel. Et effectivement, comme vous le disiez, en revanche, on n'a pas ce sujet-là dans certains continents, comme l'Afrique et l'Amérique latine. Pour la création d'entreprises, particulièrement, c'est la même chose. Mais parce que, en fait, ce sont aussi des cultures où, en fait, la femme est plus importante et elle va prendre en main un certain nombre de choses. En fait. Damien. Justement, est-ce qu'il y a des éléments, on va dire des astuces, mais des choses à retirer de ces cultures, de ces pays, qui peuvent avoir des choses qu'on peut importer, faire en sorte que ça change? On peut importer, mais là, c'est changer les mentalités. Oui, alors sans aller aussi loin, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être éventuellement... En termes en fait, c'est la pédagogie à apporter aussi aux parents et aux grands-parents. Donc nous, en fait, Elle bouge en primaire, je vous ai parlé, c'est un projet qui est triphasique. Le premier, c'est en classe avec ce jeu de cartes. Le second, c'est cette même classe, on la prend sur un événement Elle bouge, une visite de chantier, un salon professionnel. Et ensuite, cette même classe recevra le corps enseignant de son école et les parents
pour qu'ils entendent leur petite fille, leur petit garçon parler de ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont aimé et comment ils voient les choses. Ensuite, pour ce qui concerne que ce soit l'Afrique ou l'Amérique latine, on sait que les parents, quelle que soit leur classe sociale, niveau d'éducation ou autre, vont hyper valoriser le métier d'ingénieur. Donc ils vont répéter dès la plus tendre enfance de leur enfant qu'ils y arrivent ou qu'ils n'y arrivent pas, mais fais ingénieur, ils savent que c'est une voie de succès, c'est une voie de sécurité. Le plus tôt possible, le mieux. Ouais. Tout simplement. Alors moi, je voulais rajouter aussi un complément. Si on veut que les mentalités changent, on sait que changer des mentalités, c'est compliqué. Donc effectivement, il y a les parents, il y a les rôles modèles. Il faut qu'ils soient à profusion pour changer les mentalités. Et je pense qu'aussi au niveau de l'enseignement, il y a aussi des stéréotypes que les enseignants, mais inconsciemment véhicule. Et c'est vraiment totalement inconscient, mais il y a quand même des études qui montraient que beaucoup d'enseignants n'attendaient pas la même chose des filles et des garçons. Et du coup, mais dès que les jeunes, enfin les enfants sont tout petits, et du coup, en n'attendant pas la même chose, du coup, forcément, les écarts, ils vont se creuser très tôt. Donc je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire au niveau de l'éducation qui serait complémentaire avec les parents, avec les jeunes, avec les rôles modèles. Et je pense que c'est en faisant toutes ces actions qu'on arrivera à changer ces mentalités. Parce que rien de plus difficile que de changer des mentalités. C'est un travail sur le long terme. C'est le long terme, c'est du long terme, mais c'est possible. Et on prépare peut-être la prochaine génération, justement, de talents à pouvoir accueillir, justement, ces questions non genrées, de mixité, comme des réflexes. Les enseignants, justement, et les enseignantes qui travaillent avec vous sur ces initiatives, Elles bougent, 100 000 entrepreneurs, est-ce que vous les voyez changer, justement, sous l'impact de vos initiatives ? Alors nous, ces enseignants qui viennent, ils sont convaincus du sujet. Donc il n'y a pas le donc vous prêchez des convaincus, dommage. Donc voilà. Non, mais on en prêche beaucoup toute l'année, mais c'est eux qui vont aller prêcher justement, qui vont aller prouver à leurs collègues professeurs justement, mais viens voir, emmène ta classe, aide-moi. Moi, je peux pas le faire, mais prends les classes, c'est nécessaire. Tu vas comprendre. Les filles en fait changent d'avis. Ça déconstruit parfois en quelques secondes une idée préconçue, un blocage ou une non-connaissance. Et ces professeurs, nous, ce qu'on a proposé, notamment en audition à l'Assemblée nationale, avec un travail sur un texte de loi sur justement le concours d'entrée à l'école, c'est la formation des professeurs, la formation du jury au biais inconscient. Voilà. Parce que la même question, comme vous le disiez, on la pose à un garçon, on la pose à une fille, on n'attend pas du tout le même niveau de réponse, alors même que c'est la même question. Donc ça ne doit plus exister pour permettre de féminiser aussi l'entrée des filles dans toutes ces écoles spécialisées. Béatrice, là aussi, ces enseignants-enseignantes, vous les avez vus changer ? Alors nous, au départ, on prêchait des convaincus, c'est-à-dire que on s'était rendu compte au niveau statistique que ceux qui faisaient appel à nous, donc au tout début de 100 000 entrepreneurs, c'était des enseignants qui avaient fait un parcours dans le privé. Maintenant, ça a changé. Et en fait, comme on grandit énormément, on se rend compte que de plus en plus, on a des nouveaux enseignants qui viennent nous voir, qui n'ont pas du tout fait de passage dans le privé. Et pour eux, c'est hyper important de rencontrer des professionnels. En fait, l'effet, il est aussi bénéfique pour le jeune que pour l'enseignant, parce que ça va faire une rencontre avec l'entreprise. Quand on a fait notre mesure d'impact, on s'est rendu compte que les enseignants nous disaient, en fait, moi, ça m'a appris des choses et ça m'a donné de la légitimité pour parler orientation avec les jeunes. Donc ça fait un effet que nous, au départ, on n'avait pas imaginé, mais ça fait, en fait, c'est aussi positif pour l'enseignant. Bien sûr, c'est un rapprochement, en fait, pour rapprocher le monde de l'entreprise et de l'école. Et on l'a vu tout à l'heure, avec notamment les sources d'information dès 16-25 ans, pour justement pouvoir creuser ces pistes d'orientation et de métier. C'est majoritairement sur les réseaux sociaux que ça se passe. Grâce à vous, ça se passe aussi en présentiel, en physique, avec ces rencontres d'entrepreneurs et d'expertes. Mais là aussi, c'est important, en effet, de retrouver de la légitimité comme source d'information pour mieux aider les jeunes à s'orienter. Vous le disiez, Béatrice, c'est important pour ces enseignants et ces enseignantes. Est-ce que c'est important, là aussi, de redonner, finalement, ces lettres de noblesse à d'autres passeurs d'orientation ? On parlait des parents tout à l'heure, notamment avec Damien. Est-ce qu'il peut y en avoir d'autres, Amel ? Les conseillers d'orientation, tout simplement, les CPE, les professeurs. Nous, avec les écoles de l'enseignement supérieur avec lesquelles on travaille, elles organisent tous les ans, plusieurs fois dans l'année, des rencontres parents
élèves et écoles pour leur expliquer comment utiliser Parcoursup, pour justement désacraliser, parce que Parcoursup, quand ça a été lancé, ça a été quand même très dur. La compréhension, on voit bien que ça l'est toujours, donc ça cristallise la frayeur, ça cristallise les peurs, la peur de se tromper, et puis la peur de faire 10 choix et d'en avoir 0, alors même qu'on a un bon bulletin, ou enfin bref, avec tout ce qu'on entend tous les ans à la sortie de Parcoursup. Donc ces écoles, elles travaillent justement évidemment pour attirer les élèves à elles, mais vraiment dans l'intérêt commun de leur dire, ce qu'il faut choisir comme spécialité et y penser le plus tôt possible. Béatrice, on termine avec vous. Oui, alors on travaille également avec les CPE, avec les chefs d'établissement. On organise des grandes journées d'orientation en fait avec les établissements. Et là, c'est vraiment un projet collectif avec le collège ou avec le lycée. Et vous avez des parents qui viennent, vous avez des entrepreneurs qui viennent. Donc nous, on organise nos programmes, mais à côté, il y a aussi des ateliers qui se font. Donc c'est des journées qui sont hyper intéressantes et structurantes pour les jeunes. Donc, ce n'est pas uniquement l'enseignant, effectivement, ou le parent, mais là, c'est toute la communauté éducative ensemble qui travaille avec nous. Absolument, 100 000 entrepreneurs, elles bougent. On vous retrouve, mesdames, à la fois sur vos sites, vos réseaux sociaux, mais aussi dans les écoles tout au long de l'année, plus particulièrement demain pour Elles bougent avec cette opération Elles bougent pour l'orientation. Et puis 100 000 entrepreneurs avec cette opération en REP+, jusqu'au 15 décembre. Merci aussi, comme toujours, à Damien Douany pour ses idées derrière la tech. Et nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle aventure sur de l'école du futur. Soyons